scandale Facebook de la semaine en série, plutôt en avalanche cette semaine. Instagram est nocif pour les adolescentes, Facebook nous gâte en matière de désinformation, ratage sur les stratégies de modération, règle à plusieurs vitesses. Et oui, l'environnement n'est pas idéal pour celui qui veut se réinventer pour incarner le métavers. Cela n'empêche pas de proposer une pierre à l'édifice avec les Ray-Ban connectés. On parlera de tout cela ensemble. Mais Facebook n'a pas le monopole du scandale. En Russie, Apple et Google montrent patte blanche vis-à-vis du gouvernement russe. L'Allemagne utilise tranquille Émile, le logiciel Pegasus, et Google et Blizzard se font pointer du doigt pour leur gestion du personnel. On va pas s'ennuyer dans cet épisode. Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 243e épisode le 21 septembre 2021. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Je vous remercie de tolérer le son de cet épisode. Pour ma voix, qui n'est pas habituelle, je prends petit à petit mes marques dans mon studio. Et je retrouve aussi et surtout celui qui nous éclaire, épisode après épisode, dans le décryptage de l'actu tech, auteur du livre Machine de jeu. Vous ne le trouverez toujours pas sur internet, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. On ne me trouve qu'ici, c'est ça le privilège d'écouter ce podcast. Absolument, on n'entend que ta voix et sachez-le pour ceux qui, je sais, vous êtes plusieurs à le faire, qui cherchaient des informations sur Guillaume Poggiaspala, vous trouviez avant une vidéo qui datait de plusieurs années, que vous trouviez donc dans les résultats de Google Vidéo. Elle a disparu, il n'y a plus aucune trace de Guillaume Poggiaspala. Il est aussi rare qu'un NFT, vous allez voir. Et voilà donc un épisode en bonne et due forme avec la caution sarcastique et engagée, développeur et cofondateur du groupe Humanoid qui édite notamment les sites Frandroid, Numérama et Mademoiselle, c'est Pierre-Olivier Diman. Salut Pierre-Olivier. Salut. Grand plaisir de te retrouver pour cet épisode. On va avoir plein de sujets qu'on va aborder tous les trois bien entendu, mais juste avant, je me dois, c'est incontournable de vous rappeler qu'il est possible de déposer des avis sur les plateformes de podcast et ça fait toujours évidemment très très plaisir. Il y a Arnaud RGT qui a dit, tenez-vous bien, c'est un bel avis, il a dit, le podcast tech qui m'accompagne toutes les semaines, il dit, je suis votre podcast avec assiduité chaque semaine pour la qualité de son, non pas pour la qualité de son, pour la qualité de son animation et de son contenu, pas forcément du son. Ça me permet de faire un tour de l'infotech de façon hyper agréable quand je roule pour aller au bureau. Je viens de me faire surprendre par votre épisode rétro qui s'est lancé sans que je lise le résumé. Il m'a fallu quelques minutes pour comprendre ce qui se passait. Bien joué, j'ai adoré vos prédictions, pas toujours justes. Que de chemin parcouru en 20 ans par la tech, incroyable. En tout cas, vous étiez déjà au top. Merci beaucoup pour cet avis. Je crois que cet épisode rétro a beaucoup plu et a beaucoup surpris pas mal de monde. Pourtant, le fait d'annoncer ça comme étant un enregistrement sur support physique devrait mettre la puce à l'oreille, mais à croire que c'était suffisamment convaincant pour que vous vous soyez laissé berner. Merci infiniment à Gurvan, à Gringue-Digel et le merveilleux Gontran Leiner qui soutiennent l'émission grâce à Patreon et à qui on peut dédier cette émission. Patreon, c'est d'une part nous soutenir, nous rémunérer pour le travail et notre régularité, mais aussi nous aider à nous équiper, améliorer l'émission et profiter d'un flux privé sans la pub, mais aussi avec le chapitrage des émissions. Pour en savoir plus, je vous invite très 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 simplement à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. L'actu à chaud du jour avant d'aborder les news de la semaine, c'est une levée de fonds record pour le monde dit de la French Tech. Donc c'est une nouvelle levée de fonds pour l'entreprise Sorare, une licorne qui est valorisée désormais à, tenez-vous bien, 4,7 milliards de dollars. Elle a été fondée seulement en 2018, donc hier dans l'échelle de la tech. Alors qu'est-ce que c'est Sorare ? C'est un jeu en ligne basé, mettez les guillemets autour de jeu, hein, vous l'aurez compris, basé sur un principe de collection qui s'appuie sur la blockchain, en particulier sur Ethereum. Vous pouvez acheter, vendre des images de joueurs de football, des sortes de cartes Panini numériques et dont la performance correspond à la performance des joueurs dans le monde réel. Tout va bien. C'est un jeu porté, on peut le dire, essentiellement par la renommée de ceux qui ont investi dans le dispositif. Il y a plusieurs joueurs de foot, dont Antoine Griezmann, et dont la portée ludique, je pense, est équivalente à celle du solitaire sur Windows XP. J'espère que vous m'en voudrez pas de faire cette analogie, mais je pense vraiment que l'intérêt ludique est assez limité. Le jeu se base, comme tout bon dispositif de NFT, sur un concept de rareté artificielle, au même titre que d'ailleurs la collection des cartes que vous connaissez bien,
bien dans le monde physique, Magic, Pokémon ou les cartes Panini, mais sur un dispositif numérique. Il capitalise évidemment sur une efficacité énergétique très discutable, celle de l'Ethereum. Je vous invite à écouter les précédents épisodes de Tech Café pour en savoir plus sur ce sujet. Ma question pour vous est simple. Comment est-ce que vous observez un petit peu cet emballement financier autour de ce projet? Est-ce qu'on assiste au grossissement d'une bulle dans une bulle, lentement mais sûrement, ou est-ce qu'on va pas d'ici peu avoir des bonnes idées à creuser pour l'avenir du jeu, de la collection ou encore d'autres applications qu'on mesurerait pas encore? Bon, Pierre-Olivier, c'est à toi que je lance ce premier piège, cette première patate chaude, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de t'entendre sur les NFT. Ah là 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 là. Bon. Ça commence bien. D'abord, moi, j'aime pas trop la spéculation. Ah. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Mais cela dit, j'ai rien contre le concept de NFT. Ça fait, je veux dire, des siècles que c'est ça qu'on fait, mais avec des bouts de papier. Quand on achète une œuvre d'art, ce qu'on achète réellement, c'est un certificat d'originalité. Donc, c'est exactement un NFT, sauf que il est papier, personne peut vraiment prouver que c'est le bon, machin, etc. Bref. En soi, là, c'est une technologie qui est parfaitement adaptée. La blockchain, c'est ce genre de choses qu'on devrait lui demander. Après, ça serait bien que on l'utilise peut-être pas pour des cartes à collectionner, dont on va vouloir valider l'originalité toutes les 30 secondes et activer je sais pas combien de centrales énergétiques juste pour ça. Enfin voilà, après c'est toujours une question de comment dire d'équilibre quoi. Guillaume, j'ose pas te tendre le micro sur ce sujet. Il y a rien de fondamentalement nouveau en matière de tech. C'est juste un record financier qui a été atteint avec cette levée de fonds sur cette entreprise, sur cette licorne française, comme on doit dire. Oui. Bah après, c'est vrai que voilà, c'est NFT, donc c'est hype, et cette hype, elle rapporte apparemment beaucoup de fric. Alors tant mieux pour sourire. Et qu'est-ce que je te dise? Bon, moi, je connais pas du tout. Bah, t'imagines bien que le fantasy football, c'est un truc qui est très très éloigné de mes... Fantasy oui, football bof. Voilà, donc j'avais déjà entendu parler de ce rêve, mais c'est vraiment très 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 loin, donc je connais très très mal, bon voilà. Tout ce que j'en comprends, c'est effectivement, bah, comme dit Pierre-Olivier, c'est que le NFT en soi, c'est pas un concept, c'est pas un concept ça, là, y a pas de problème. Le problème, il vient du fait que ça se base sur une blockchain qui n'est pas suffisamment efficace. Et au plus on fait transaction dessus, au plus ça consomme trop d'énergie, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, l'Ethereum. C'est vrai que consommer beaucoup d'énergie pour s'échanger des cartes Panini, s'échanger des cartes Panini, on le faisait à la récré, ça consommait 0 watts. Hein. Là, le problème, c'est que... Il y avait l'impression qui était à prendre en compte, mais sinon l'échange en tant que tel... Et puis le goûter aussi. Mais bon. C'est sûr, mais si tu veux, je pense que franchement, au chocolat. Si on fait vraiment le bilan, s'échanger des cartes comme ça, c'est à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ouais. Et c'est vrai que c'est utiliser une technologie qui est très lourde, assez inefficace, tout ça pour quelque chose d'aussi fantasque que des cartes Panini, je trouve ça un peu étrange. Enfin, franchement, effectivement, c'est même, comme disait Pierre-Olivier, hein, c'est exactement ça, c'est une question d'équilibre, c'est une question de proportion, quoi. Enfin, je veux dire, tu utilises une technologie ultra lourde, ultra consommatrice d'énergie pour faire quoi? Pour faire un truc important? Bah, non, enfin, je vois pas, quoi, tu vois. En plus, très honnêtement, s'échanger les cartes Panini, tu peux très bien le faire avec un serveur central. Le fait que ce soit sur une blockchain, honnêtement, je veux dire, enfin bon, bref. Enfin voilà, c'est de toute façon tout ce qui est autour des NFT, on revient toujours au même problème, hein, c'est-à-dire qu'en gros on utilise un panzer pour flinguer un moustique, hein, comme d'habitude, et tout ça aboutit à de toute façon des folies de spéculation qui sont, qui laissent songeur, quoi. Voilà, donc bon, qu'est-ce que tu veux que j'en dise? Moi, mon interprétation au final sur ces sujets, que ce soit cette levée de fonds ou que ce soit le dispositif du Paris Saint-Germain autour des NFT du PSG, alors en soi, c'est des fonctionnements effectivement assez démesurés, et ce qui m'embête, c'est les discours financiers qu'il y a derrière, qui pour moi sont de l'ordre de l'escroquerie, c'est-à-dire qu'on laisse imaginer des choses aux gens en surfant sur une forme de méconnaissance de ce qui se passe derrière, et je trouve qu'effectivement, tu as raison de rappeler que finalement, il y a plein de ces aspects qui pourraient être gérés avec un serveur en centrale et qui serait beaucoup plus économe en énergie. Certes, on garantirait pas avec la même puissance l'unicité des possessions.
quoique. Allez, sans autre forme de procès, on passe au festival, ni plus ni moins, de scandales Facebook de la semaine. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas comme ça relayé plein de scandales Facebook de la semaine. On a été gâtés pour ces derniers jours. On va commencer par Instagram, Guillaume. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de SFS, de scandales Facebook de la semaine. Bon, il y a eu la pause estivale, il faut dire déjà. Puis il y a eu tellement d'autres sujets croustillants et délicats pour nous, les gourmets de la news tech. Donc on avait un petit peu laissé les scandales Facebook de côté, mais les scandales Facebook finalement c'est un peu comme les croque-monsieur, tu vois. C'est simple, rapide, c'est vite fait, sans grosse surprise, c'est vrai, mais on s'en lasse pas. Et c'est tant mieux, parce que cette semaine c'est vrai que c'est le festival, c'est croque-monsieur parti, à tel point que je sais même pas par où commencer, commenterez-moi cette très longue et approximative métaphore. Elle est très bonne, je trouve. Le festival, en fait, on le doit en grande partie au Wall Street Journal d'ailleurs, qui a lâché 2 grosses bombes, dont une en particulier sur Instagram, t'as raison. Donc selon le journal, Facebook est tout à fait au courant qu'Instagram est nocif pour la santé mentale d'une proportion importante de jeunes, en particulier d'adolescents et d'adolescentes. Et Instagram, c'est la plus grosse machine à se mettre en scène et à se comparer du monde, donc c'est pas franchement une surprise quand on tombe sur des chiffres comme 40% des ados qui se trouvent pas beaux l'attribuent à Instagram. En Angleterre, 13% de ceux qui ont eu des pensées suicidaires l'attribuent directement au réseau. 32% des filles ont aussi déclaré qu'Insta les faisait se sentir encore plus mal dans leur peau. Bon, les ados savent que c'est mauvais pour eux en plus, puisqu'ils se sentent addicts et ils veulent freiner leur consommation, mais ils n'y arrivent pas. Même si, dans le même temps, ils accusent Instagram d'accroître leur anxiété. Donc c'est des chiffres qui sont loin d'être négligeables, et c'est des conclusions qui viennent d'études internes ou commandées par Facebook, et qui sont par ailleurs parfaitement en ligne avec d'autres. C'est des problèmes qui ont déjà été soulevés plusieurs fois. Des problèmes sur lesquels on a du coup interpellé explicitement Mark Zuckerberg lui-même, et qui a, comme d'habitude, joué à l'ingénu, genre je sais pas trop, c'est pas clair, non, franchement ça m'étonnerait. Et bien sûr c'est faux, bien sûr le réseau n'a rien tenté de significatif pendant longtemps, rien d'efficace en tout cas. Cacher le nombre de likes, c'est un truc qui est assez récent et qui va pas changer radicalement les choses, et son effet de l'aveu même de Facebook est très faible. Et d'ores et déjà, on a 2 sénateurs en contact avec un lanceur d'alerte de chez Facebook qui vont demander des comptes. Donc l'image de Facebook s'améliore pas du tout chez les politiciens, démocrates comme républicains. Donc là, c'est vrai que l'avenir d'Instagram Kids, ça devient de plus en plus incertain, je crois. J'ai une amie qui s'est fait bloquer dernièrement, j'avais plus en tête cette fonctionnalité, mais qui s'est fait bloquer le fait de liker sur Instagram. C'est-à-dire qu'elle likait tellement, on lui a dit non, mais c'est fini le like. Donc il y a des garde-fous assez. Arrête d'aimer. tu aimes trop. Pierre-Olivier, est-ce que tu savoures ce nouveau croque-monsieur? Je sais pas quel est ton rapport, encore une fois, à ces plateformes. Je sais que t'as été présent sur Twitter pendant très longtemps. Tu l'as quitté il y a de ça quelques temps maintenant. Et tu étais encore présent sur Facebook pour notamment ces quelques vertus de contact et de mise en relation. Je sais notamment que t'as pas mal de proches qui sont assez éloignés géographiquement. T'en es où maintenant de ces plateformes, toi, et comment tu continues à les voir? Est-ce que ça a évolué, ton regard? Alors, je continue d'ignorer Twitter parce que même si l'entreprise est moins toxique, ses utilisateurs, je trouve que c'est largement pire que ceux de Facebook. Mais effectivement, j'utilise encore Facebook, notamment pour les groupes, et j'utilise pas mal Messenger, qui est finalement Facebook aussi, pour rester en contact avec mes proches, effectivement. Je voulais réagir un petit peu sur la conclusion là de Guillaume, sur le fait que ça complique Instagram Kids. Je sais pas, je suis pas sûr. Avec un petit peu de mauvaise foi, ça serait quand même facile de dire que justement, voici une solution qui est une application dédiée aux enfants, dans l'espoir qu'il y aura pas autant d'effets pervers. Moi, je vois plutôt la fuite comme quelque chose d'assez positif pour l'entreprise. D'assez salvateur. Est-ce que, par exemple, autour de toi, tu as des connaissances, Pierre-Olivier, qui utilisent Messenger for Kids? Je sais que c'est le cas de notre ami Matt, qui est géographiquement pas si loin que ça de toi, en tout cas qui est beaucoup plus proche de toi qu'il ne l'est de nous. Et je sais que lui trouve le service, au-delà évidemment de tout l'aspect philosophique, mais plutôt intéressant dans sa conception par rapport à des communications pour des enfants, et justement pour les protéger des interactions sur les réseaux sociaux, mais vraiment pour concentrer les interactions par message. Est-ce que tu as des retours, toi, là-dessus? Non, à vrai dire, là c'est plutôt des choses que j'entends par mes collègues, c'est que tout simplement les jeunes sont pas sur Facebook et donc pas sur Messenger, et donc eux ils demandent plutôt à leurs parents d'installer des choses comme Snapchat,
dont la réputation est tellement meilleure, où évidemment TikTok et compagnie, mais Messenger Kids, c'est jamais arrivé à mes oreilles. Maintenant, je suis peut-être pas forcément représentatif de la perception de ce service. Ouais, voilà. Ouais. Mais cela dit, alors la raison pour laquelle je pose la question, c'est qu'évidemment Messenger for Kids n'est pas beaucoup disponible, et je crois qu'à part aux États-Unis et au Canada, je suis pas certain qu'il soit beaucoup dispo. On suivra tant ton oreille, et puis peut-être que tu pourras nous faire d'autres retours sur le sujet. On continue. Au passage, petite parenthèse pour dire que j'ai croisé une personne assez jeune cette semaine qui me disait que Facebook, elle l'utilisait, mais pour le travail. Donc ça me faisait toujours un petit peu sourire. Guillaume, justement, d'autres infos autour de Facebook. Ouais, bah cette fois c'est Facebook et l'Infox, hein. C'est une longue histoire, hein. C'est une histoire d'ailleurs qu'ils n'aiment pas trop raconter. Ils viennent de s'excuser, encore une fois, d'avoir fourni des données tronquées sur le sujet d'ailleurs aux chercheurs. Mais bon, on fait un petit retour en 2016, hein, de nouveau, alors il y a des nouveaux comptes qui ont été faits sur l'impact des fermatrolls russes qui ont inondé les Américains pendant l'élection présidentielle. Donc ça vient de sortir, et c'est vrai que ça force le respect, franchement, puisque Facebook a forcé le contenu des trolls à 100 millions d'Américains par semaine, et à 360 millions de personnes dans le monde entier. Au total, ces contenus, souvent faux et uniquement destinés à foutre la merde, ont été servis donc 140 millions d'Américains, ça veut dire 40% de la population totale du pays. Même en comptant les papiers et les bébés. Hein. Donc quand même chapeau, franchement, bravo Facebook, hein, parce que c'est quand même une efficacité incroyable en tant que mass média. Et puis aussi bravo aux trolls. Parce que franchement, on les oublie souvent, ces petites mains. Les petites mains d'Internet Research Agency ou de Breitbart ou de bien d'autres. Des petites mains anonymes comme ça qui ont composé avec amour tous ces articles putaclic fouteurs de merde. Comme, allez, une petite brochette. Being Patriotic, Stop All Immigrants, LGBT United, Secured Borders, Veteran Comes First, ou encore Blacktivist, ou même Army of Jesus. Alors tout ça c'est véridique, hein, c'est parmi le top 20 des pages de 2016. Donc des articles de qualité, et bien sûr taillés sur mesure pour leur public, et on le sent bien. Hein. Et donc voilà, la popularité de certaines pages était telle qu'elles sont devenues éligibles à le programme Instant Articles et AdBreak, où les auteurs reçoivent une part des revenus publicitaires. Ce qui veut dire que les trolls ont même été payés par Facebook pour foutre la merde dans le pays, et là c'est du génie. C'est vraiment du talent à l'état pur. Et on peut se dire que ça date de 2016, hein, c'est vieux, ça a dû changer. Bon, ils ont corrigé les choses, sans doute. Alors oui, les choses ont changé, mais pas vraiment au mieux, puisqu'en 2018, le newsfeed a vu son algorithme modifié, donc tout ça afin d'encourager les interactions sociales signifiantes. Enfin, je sais pas, ils appellent ça Meaningful Social Interactions, alors quoi que ça veuille dire. Bon, en tout cas, pour simplifier, ils ont mis l'accent sur le contenu dans le flux, hein, donc dans le newsfeed, et ils ont mis l'accent sur le contenu les plus partagés parmi les utilisateurs pour réduire la portée des contenus professionnels qui sont lus passivement, entre guillemets, et encourager les interactions. Alors, devinez ce qui a pu se passer, c'est pas dur, bah oui, parce qu'en gros, un article normal, on va dire consensuel, il va être partagé 2-3 fois vite fait, mais par contre, une bonne grosse controverse bien grasse et tordue, oui, elle va susciter des caisses de discussion, de débats, de surenchères et tout. Résultat, Facebook privilégie dans son newsfeed les contenus sur lesquels les gens se battent, quelle que soit la qualité des contenus en question. Et c'est grave, hein, parce que le newsfeed représente la majeure partie en fait du temps passé sur Facebook. Donc pour y être visible sur cette plateforme, il faut bien faire avec ce nouvel algo. Donc il faut, par tous les moyens, susciter de l'engagement. Et les partis politiques l'ont bien compris, hein. Certains ont décidé de faire avec, à tel point qu'ils se demandent même si c'est très sain pour la démocratie d'être dans la controverse perpétuelle. Alors pour vous donner une idée, en Pologne, il y a un parti qui a changé la teneur de ses posts de, en gros, 50% positif, 50% négatif, à 80% négatif, parce que les posts négatifs suscitent plus de réactions. Quitte à que ce soit des réactions négatives, évidemment. Donc s'adapter en proposant ce qui est le plus controversé, hein, quelque part. Et bon, Facebook sait tout ça, bien sûr. Puis il y a des mémos internes qui circulent et qui montrent qu'ils ont très vite compris ce que ça donnait. Mais bon, rien n'a été fait, hein. Des propositions ont été faites, mais Zuckerberg a freiné les cas de fer. Pourquoi ? Parce que depuis 2017, l'engagement sur Facebook est en baisse. Et ça le terrifie. Donc le changement a été catastrophique, hein, et ça a été catastrophique pour l'audience des sites aussi, et tous, en fait, d'ABC News à Breitbart, alors que les contenus qui remontaient le plus étaient bien sûr
sûr les plus sensationnels. Juste un point aussi pour dire que ces données et cette étude sur laquelle tu t'appuies, c'est pas issu de n'importe où. Parfois, il y a toujours le risque de voir ces types d'études un peu mal interprétées, parce qu'effectivement, ça pourrait être basé sur des achats médias. Enfin, tu vois, bon, il y a forcément des achats médias, mais je veux dire, il y a plus que ça. Il y a une vraie responsabilité de Facebook. C'est un ancien data scientist de Facebook qui a bossé sur le sujet et qui a révélé effectivement la manière dont était priorisé l'engagement sur la plateforme. Donc voilà, ça vient pas de la cuisse de Jupiter en tout cas. Pierre-Olivier, tu attrapes le micro quand tu veux, mais peut-être qu'on peut aussi reboucler sur Facebook, Guillaume, pour aussi expliquer à quel point ils ont des règles à deux vitesses. Oui, alors il y a deux trucs en fait. C'est vrai que Facebook il y a des règles, mais si tu outrepasses ces règles, en gros on va regarder à quel point t'es populaire et à quel point tu rends la plateforme attractive, et après on voit. Et ça c'est en gros grâce au Wall Street Journal que ça vient. C'est un rapport interne à Facebook qui mentionne, je cite, pour un petit nombre de membres triés sur le volet, nous n'appliquons pas nos règles et standards. Et plus loin, toujours je cite, à l'inverse du reste de la communauté, ils peuvent outrepasser nos standards sans aucune conséquence. Donc on se doutait qu'un truc comme ça existait déjà pour les politiciens, mais par contre pour les chanteurs, pour les athlètes, pour les journalistes, pour les influenceurs animaliers, ouais. Les influenceurs animaliers. Et il y en a beaucoup. Et en gros, dès lors que vous avez assez d'abonnés pour causer un problème d'image à Facebook en cas de sanction, on s'arrange. Alors ça va plus loin, faut se souvenir de l'affaire Neymar. Donc Neymar, le footballeur, il a posté des nudes d'une fille qu'il accusait de viol, et ces photos n'auraient jamais dû passer la modération Facebook, parce que c'est quand même assimilable à du revenge porn. Donc ça aurait signifié son bannissement immédiat. C'est du revenge porn. Voilà, c'est donc oui, voilà, c'est même du revenge porn, et donc ça aurait dû signifier son bannissement immédiat. Mais pour Neymar, la vidéo elle est restée en ligne un jour entier, du coup elle a été repostée évidemment, et son compte lui, il est toujours là, sans problème. Et donc est-ce que c'est démocratique ça, de pouvoir poster n'importe quoi juste parce qu'on est très célèbre ? Bon, en réalité, et comme toujours, Facebook évite de faire ce qui pourrait plomber son business, au mépris de strictement tout le reste, y compris ses propres règles. Et si vous voulez, je peux boucler sur le truc sur Peter Thiel, qui est un truc qui est sorti aujourd'hui, que j'ai vu aujourd'hui. C'est le dernier scandale de la soirée pour Zuckerberg, promis. Voilà. Après, ce sera pour la semaine prochaine. C'est encore une bombe larguée cette fois par Peter Palantir Thiel. Donc Peter Thiel, souvenez-vous, c'est le cofondateur de PayPal avec Elon Musk. Ils ont fondé ça en 98, et oui. Donc le gars c'est un libertarien, c'est un gérant de hedge fund. Il a fondé Palantir, donc c'est une boîte qui croise big data et surveillance pour la sécurité intérieure. Il a soutenu l'élection de Trump. Voilà, c'est pas un philanthrope, c'est pas un enfant de cœur. Et il était en repas avec Donald Trump et Jared Kushner et leurs épouses, et Mark Zuckerberg aussi. Et à cette réunion, Mark aurait convenu d'un deal avec Jared Kushner, qui serait tout simplement éviter le fact-checking sur les posts politiques, contre une absence de régulation de sa plateforme. En gros, tu me fous la paix, je te fous la paix. Donc en substance, Trump pouvait dire tout ce qu'il voulait, et tout ça tant qu'il laissait Facebook tranquille. Donc le repas se serait passé en 2019, ça aurait été lors de sa visite à Washington, pendant laquelle il devait répondre aux questions du Congrès sur Libra. On trouve ces infos dans un livre biographique sur Peter Thiel, qui s'appelle The Contrarian, Peter Thiel and Silicon Valley's Pursuit of Power, où on apprend aussi d'ailleurs que le petit Thiel n'était pas un élève très populaire, un peu cher. Bon. En tout cas, Mark dément l'existence du deal. Disons que ça éclairerait d'une nouvelle lumière encore, la grande mollesse de Facebook à partir de fin 2019 vis-à-vis des propos scandaleux de plusieurs personnes. On va pas revenir dessus, de toute façon on se souvient tous comment ça s'est terminé. On prend un peu de hauteur sur ce sujet et on va évidemment regarder la série de Croque-Monsieur que tu nous as servi, Guillaume. Moi, ce que j'aimerais que tu puisses nous donner comme regard, Pierre-Olivier, c'est OK, on fait quoi ? En fait, épisode après épisode, et je sais bien que c'est pas Tech Café qui décide de l'actualité juridique et de l'actualité politique du monde, on ne se fait que le relais d'un regard, mais quand même, épisode après épisode, on cumule les faits, quand même au bout d'un moment plutôt avérés, sur la malveillance de Facebook, sur son rôle, et pourtant les regards des régulateurs sont plutôt portés sur les marchés dominants, les distributions d'applications sur des App Store, qui sont certes des problèmes qui méritent d'être surveillés, mais quand même, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de fondamentalement plus grave, fondamentalement plus dangereux pour la survie d'une société, et finalement, de deux choses l'une, soit on est là un petit nombre à regarder ça, à déplorer la série de Croque-Monsieur, et auquel cas tant pis, on fait peut-être figure d'exception, soit c'est des avis communément partagés, et pourquoi pour toi il n'y a pas plus d'action en direction de Facebook ? Pourquoi est-ce que ça tarde tant ? Bon, alors d'abord, on est un petit nombre.
Ah oui. C'est vrai. Oui, la qualité, Désolé la qualité sur la bulle, quantité. mais tout à fait. Mais il faut bien comprendre que le problème qu'on analyse, c'est justement que les gens sont sur Facebook. Et donc, on peut pas à la fois prendre ces actus, et puis quand je dis ces actus, l'intégralité de ces actus sur Facebook, et être au courant des différents problèmes que présente Facebook concernant la présentation de l'information, la nature de l'information, la provenance de l'information et le pourquoi de l'information. Bref, donc déjà on a un petit nombre. Ceci dit, dans ce petit nombre, il y a aussi les dirigeants, et en particulier les dirigeants américains. Donc c'est certain que, et surtout évidemment au Parti démocrate, mais pas seulement. Pas que. Il y a plein de gens qui regardent ça et qui se demandent qu'est-ce qu'on fait avec cette bombe à retardement. L'ennui, c'est que pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'on leur donne une voix, et c'est la première fois qu'ils sont entendus. Ça veut pas dire qu'ils disent des choses intelligentes, mais ça veut pas dire non plus qu'ils disent nécessairement des choses stupides pour autant. Et même s'il peut y avoir de l'information de qualité moyenne, des exposés d'arguments qui sont basés parfois sur des trucs qui sont plus ou moins vrais, ou des contextes qui sont particuliers mais qu'on pense généraux. Bref, tous ces trucs-là, ils existaient déjà avant, simplement, évidemment, ils avaient pas cette portée. Et le truc, c'est que pour beaucoup, c'est ce qui ressemble le plus à la définition de la démocratie qu'ils ont appris, ou dont ils se souviennent, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a la liberté d'expression. De la liberté d'expression, mais même de la démocratie, en fait. Quand on pense démocratie, on a cette espèce d'image de cité grecque avec des orateurs qu'on écoute, on vote à main levée, etc. Et le truc, c'est que cette importance du discours, elle est donc intrinsèquement liée à l'image d'une démocratie, et donc par conséquent altérer la possibilité de porter des discours qui sont écoutés, c'est nécessairement ternir la démocratie. Et donc ça déjà, on a une première levée de bouclier qui est philosophique. Et ensuite, sur les aspects purement légaux, avec notamment cette information-là de bonne Boostify avec tonton Trump et d'accord en dessous de la table, il va falloir le prouver en fait pour aller en justice. Et encore là, c'est pas juste qu'il va falloir le prouver, c'est que il faudrait que ça soit unilatéral aussi. Or, est-ce que l'équivalent de ce repas est pas déjà arrivé pour l'autre partie? C'est pas si évident, hein. Il y a beaucoup de sénateurs, il y a des enjeux de pouvoir qui sont assez phénoménaux. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que si les États-Unis étaient un régime type de celui de la Chine, ça ferait longtemps qu'il y aurait une loi qui, plus ou moins subtilement, condamnerait Facebook à la décroissance probablement très rapide, à l'image du scandale financier qui est en train de se dérouler là avec Evergrande, là, où le gouvernement chinois a taillé une loi sur mesure pour plus ou moins faire disparaître la boîte. C'est très clair que ça arriverait aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'une boîte de cette importance-là qui manipule autant de choses, c'est un danger, pas forcément juste pour la démocratie, mais même pour les personnalités politiques. On sait que Mark Zuckerberg, il a des vues politiques, lui aussi. Donc il y a nécessairement beaucoup de trucs comme ça, et c'est pas si facile que ça à détricoter, là, comme on dit. On sait, alors bon, je sais pas si on sait qu'il a des vues politiques. En tout cas, ce serait absolument pas. On relaie beaucoup de rumeurs. Oui, persistantes. Voilà, mais formulons-le comme ça. C'est intéressant de mettre en regard et en opposition, c'est vrai, cette image de la démocratie et de la liberté d'expression peut-être très américaine, avec les ennemis désignés quelque part de ces pays que sont des pays comme la Russie, comme la Chine, où il y a une forme d'autorité et où bien sûr la liberté d'expression n'est pas du tout le sujet. Vous inquiétez pas, de toute façon, on va un petit peu parler de la Russie dans quelques minutes. On va terminer cette rubrique autour de Facebook avec évidemment sa transformation en métavers.
Guillaume, il faut absolument qu'on parle des Ray-Ban Stories qui ne sont pas, tenez-vous bien, qui ne sont pas des spectacles. J'ai détesté Ready Player One. Oh, c'est le pire film de Spielberg. Voilà, l'histoire est ridicule, c'est du placement de produit, c'est le placement de produit le plus long de l'univers. Voilà, c'est une bouse. Ah, ça y est, je l'ai dit, ça fait du bien. Bon. Mais j'ai bien aimé, j'ai le droit de le dire aussi. Bien sûr. Tant pis après, tant pis pour toi. Je suis quelqu'un de mauvaise qualité, mais c'est pas grave. Bon, passons. Non, mais voilà. Maintenant que c'est fait, maintenant que je l'ai dit, vous doutez bien peut-être que cette pseudo-hype du métaverse qui sort dans toutes les news 2 fois par semaine, ça commence à me gonfler un petit peu. Et là, c'est vrai que du coup, quand son champion, c'est Facebook, le Facebook, the Facebook, comme on disait à une époque d'ailleurs, voilà, surtout quand je dois parler d'un gadget qui a en gros 2 destins. Voilà, deux destins possibles. Premièrement, soit, comme je le pense, ça va faire un gros flop et je vais passer beaucoup trop de temps à en parler, soit ça va m'interdire pour toujours de sortir dans la rue l'esprit tranquille sans masque, et ça m'énerve d'avance. Parce que oui... Tout est dans la nuance. Ces spectacles... Non, pardon, c'est vrai, c'est pas du tout des spectacles, c'est les Ray-Ban Stories, qui sont donc des lunettes connectées Ray-Ban dotées de 2 caméras 5 mégapixels, qui ont aussi des haut-parleurs, des micros, voilà, pour la commande vocale, et pour prendre les appels. Ce truc se connecte bien sûr à ton téléphone, hein. Donc Ray-Ban a fait un gros effort pour rendre ses lunettes plus passe-partout, plus normales, hein, que les modèles de Snap en leur temps, ou voilà. Bien sûr, les possibilités sont les mêmes, hein, c'est-à-dire filmer sur le vif, n'importe quand, n'importe qui, et l'uploader dans la foulée. Alors bien sûr, il y a toujours une petite LED pour indiquer que ça tourne, hein, un petit son pour les photos, mais franchement, une LED, ça se voit pas forcément, surtout en plein jour. Un son, faut être assez près pour l'entendre. Il y a déjà des associations qui s'inquiètent de ça d'ailleurs, hein. En Italie, je crois que j'ai pas mis le lien, mais bon, en tous les cas, voilà, ça commence déjà à sortir. Et c'est vrai que les implications sociales de ce truc sont énormes. Depuis les premières Google Glass, on sait que le fait d'avoir une caméra sur le nez en permanence, c'est pas très bien accueilli par ton vis-à-vis en général, hein. Ray-Ban ou pas. Donc, imagine si tout le monde porte de ce genre de truc. Vous pouvez vous retrouver en ligne, alors, sur des dizaines de vidéos, par accident, ou pas, d'ailleurs. Donc, bonjour la vie privée. Et puis c'est Facebook dont on parle, c'est le Facebook, tu vois. Les données partent dans ces serveurs pour y être décortiquées, analysées, localisées, reconnaissance facialisée. On parlait de capitalisme de surveillance des fois, je pense que c'est un moyen qui est très cool et fashion de le démultiplier, c'est super. Tout ça pour faire avancer, effectivement, c'est vrai que c'est lui qui le dit, le rêve humide donc de Marc, qui est de voir son monstrueux bébé s'insinuer dans toute ton existence, absolument partout et tout le temps, parce que c'est ça le métaverse en fait, hein. C'est un univers virtuel qui est interopérable avec une économie intégrée, où t'as tout immédiatement sous les yeux, donc c'est un univers dont tu n'as plus jamais à sortir, sauf pour dormir. Et encore, pourquoi finalement? Tu peux laisser Facebook surveiller tes rythmes de sommeil, hein, comme ça il pourra confirmer à la terre entière que t'as bien dormi. Marc dit lui-même que les Ray-Ban sont une étape donc vers les lunettes à réalité augmentée, qui, apparemment c'est sûr et certain, vont remplacer les smartphones un jour, puisque apparemment Apple y croit aussi. Bon, on le comprend, hein, Apple c'est le ténor du smartphone. Facebook veut une chance de le griller sur les gadgets suivants, ça se tient. Bien sûr, il se peut aussi que comme les Google Glass, et comme les Spectacles d'ailleurs, ce truc se plante, exactement pour les mêmes raisons, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Ah oui, pour le coup c'est vraiment mal d'ailleurs. Je suis méchant, hein, désolé. Moi, je vais miser ma carte la plus rare de Sorare sur le fait que ça va faire un bid parce que je ne vois pas quelles conditions feraient que ça rencontrerait un engouement auprès du grand public. Quand même, je me tourne vers toi une ultime fois, Pierre-Olivier, pour ce sujet. Métavers, on t'a pas entendu réagir à ce sujet. Est-ce que c'est un buzzword complètement creux? Est-ce que c'est l'enfer sur Terre qui se dessine? Ou est-ce que on peut y voir des sources d'opportunités? Je crois qu'on t'a pas vu réagir à cette promesse stratégique de Mark Zuckerberg. Ça aurait du potentiel si ça venait pas de Facebook. Je veux dire. Mais si je reprends les discours de Mark Zuckerberg, lui, il a défini, il a présenté leur stratégie autour du métavers en disant il y en aura plusieurs et qu'il y aura d'ailleurs plusieurs philosophies, à l'instar de ce qu'il peut y avoir aujourd'hui comme plusieurs philosophies dans les systèmes d'exploitation sur mobile. Il y en a des plus ouverts, des plus fermés. Ouais, bon, tout ça est, je me fais l'avocat du diable en relayant ses propos. En attendant, on peut pas utiliser un Oculus sans avoir de compte Facebook, hein. En soi, l'idée, elle peut poser un certain nombre de problèmes éthiques, etc. Bon, voilà, Guillaume a détaillé. Je pense qu'il y a pas vraiment besoin d'en rajouter. Cela dit, ça reste que il y a des potentiels intéressants, il y a des choses qui peuvent émerger de la même façon qu'il y avait des choses qui avaient émergé avec Second Life qui était un truc pourri, mais qui aujourd'hui sont des concepts qui ont mûri et qui ont pas mal servi pendant la pandémie, etc. Mais là, avec Facebook qui propulse ça, c'est déjà ringard en fait. Déjà, juste au niveau de l'attitude cool,
ça marche pas. Et alors en plus techniquement, voilà, comment on fait confiance à une boîte qui leak 1 million de mots de passe par jour? Enfin, je caricature, mais il y a des trucs qui collent pas, qui font que on n'a pas envie d'aller vers ce genre de techno si c'est Facebook qui est derrière. Enfin, moi, c'est en tout cas aujourd'hui, c'est peut-être que je suis devenu un vieux con, un vieux Peut-être qu'on est grincheux. le podcast des vieux cons, hein, et dites-le nous dans les commentaires si c'est le cas. C'est très possible, mais moi j'ai du mal à voir autre chose qu'une boîte qui surfe sur une inertie immense parce que c'est un mastodonte. Mais je vois pas de croissance et surtout je vois pas de phénomène cool émerger de Facebook. Autant je peux voir des intérêts au-delà des réserves évidemment que tu soulignes Guillaume, mais je peux voir des intérêts sur des casques de réalité virtuelle comme ceux d'Oculus qui techniquement sont plutôt intéressants, les expériences sont assez chouettes de ce qu'on y trouve. Autant j'ai vraiment la conviction que ces lunettes mais vraiment n'intéressent, je pense vraiment que très très peu de monde, et je suis assez convaincu que l'engouement commercial pour le grand public va être plus que limité. On en reparlera dans quelques mois. Peut-être que je pourrais ressortir ce segment où on dira tous les trois, on aura eu raison. C'est $300 en fait, j'ai oublié de le dire, mais peut-être que ça peut avoir son importance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec $300 aujourd'hui, voyons. Allez, on passe au festival de scandale de la semaine, parce que oui, Facebook n'a pas le monopole du scandale. On vous a identifié, et Guillaume vous a identifié plein d'acteurs qui méritent qu'on relaye leurs actions. On va commencer par Apple et Google, une fois de plus amenés à devoir suivre une stratégie et une position qu'ils ont créée, et on voit pas trop comment ils pourraient en sortir, mais ils ont été amenés à intervenir auprès des opposants de Vladimir Poutine en Russie, Guillaume. Oui, c'est encore juste une illustration que si une boîte veut rester dans un pays, elle doit faire comme le gouvernement du pays le désire, que ce soit légitime ou pas, de toute façon. Et c'est donc pour ça que Google et Apple ont dû virer l'application Navalny en Russie. Alors Navalny, oui, comme l'opposant de Poutine, même si d'après ce que j'ai compris, l'application était plus large que ça, puisque sa fonction, c'était de donner en fonction du lieu une liste de candidats de l'opposition. Donc Navalny, il faut savoir qu'en Russie, il est considéré comme un extrémiste, et que aucun candidat associé à lui n'était autorisé à se présenter. Donc l'app Navalny n'encourage pas à voter pour Navalny, mais elle encourage juste en fait à voter contre Poutine. Mais malgré ça, donc il y a pourtant une déconnexion avec l'homme, le Roskomnadzor, désolé, a forcé Apple et Google à retirer l'application, qui est considérée comme promouvant un mouvement extrémiste. Donc franchement, c'est assez bizarre comme idée, parce qu'après tout, même en Russie, voter c'est légal, quoi. Il y a plusieurs partis quand même, alors juste donner le nom le nom de candidats qui sont tous eux autorisés à se présenter. Où est le problème? Parce que c'est juste le nom Navalny, tu vois, c'est quand même fort, parce que ça pourrait même être interprété comme un signe de faiblesse, comme si Poutine avait peur du spectre de son opposant, c'est même surprenant, je trouve un peu. Bon, en attendant, quand Apple aura mis en place son pédofiltre, on verra comment réagira le Roskomnadzor à cette nouvelle aubaine. C'est un petit peu chatouilleux le Roskomnadzor en ce moment. Oui, c'est compliqué cette histoire, et qui est directement dans la continuité de ce qu'on a déjà abordé dans les précédents épisodes, à savoir que si on se place en tant qu'entreprise comme Apple ou Google et qu'on veut se développer à l'international et qu'on veut vendre dans des pays comme la Russie ou la Chine, nécessairement tôt ou tard on est obligé de respecter ce type de règles, parce que du jour au lendemain ne pas respecter les règles, ce serait évidemment se faire éjecter. Je pense que c'est assez incontournable. Est-ce que, tiens d'ailleurs Pierre-Olivier, est-ce que tu penses que ça pourrait arriver? Est-ce que tu penses que si jamais demain Apple ou Google soulevait une opposition à ce type de décision, est-ce que tu penses qu'ils seraient amenés à partir? On se rappelle peut-être l'anecdote la plus forte qu'on peut avoir en tête, c'était Google qui avait claqué la porte de la Chine il y a de ça pas mal de temps maintenant, parce que ils étaient pas en phase avec les directives qui leur étaient données. Ouais, après ils l'ont claqué tellement forte qu'elle s'est réouverte. C'est vrai que sur le long terme, ça n'a pas été une action très très efficace. Non, déjà, quitter la Chine commercialement c'est compliqué. Ça c'est un point. Maintenant, si on se parle de pays plus petits, c'est certain qu'il peut y avoir des endroits où les technos sont pas accessibles ou pas vendus, etc. Et c'est pas, je veux dire, on le fait déjà. C'est interdit d'avoir des PlayStation à Cuba, mais et c'est pas parce que Cuba veut pas de PlayStation, c'est parce que les États-Unis veulent pas qu'ils s'en vendent. Donc c'est possible. Maintenant, réalistiquement, quel est le monde vers lequel on se dirige si on arrive à ce genre de choses? Est-ce qu'il peut y avoir encore des grandes entreprises mondiales s'il faut tout adapter localement à tous les pays?
c'est pas, c'est clairement une question qui dépasse l'épisode. Cela étant, la constante qu'on peut observer, c'est que si tu fais une exception pour un pays, t'es obligé de le faire pour tous les autres pays. Ton regard en matière de géopolitique sera peut-être aussi précieux pour suivre les autres news sur ce sujet. On va parler maintenant un petit peu de Pegasus avec, c'est assez dingue, l'Allemagne qui prend une part du gâteau de ce service, Guillaume. Et oui, l'Allemagne qui s'était bien élevée contre ce fameux pédophile Apple, hein, qui avait fait coller beaucoup d'encre. Et en Allemagne, on s'était pas privé de le fustiger, c'était la vie privée, c'est un droit fondamental, et Manuel Hoferlin avait évoqué une voie dangereuse prise par Apple. Bon, après, quand on a besoin d'infos, c'est autre chose, quoi. Donc le bureau de police fédéral allemand s'était donc attelé à la tâche délicate, quand même, de créer des malwares de surveillance pour iOS et Android. Mais c'est compliqué à créer des bons malwares. Alors bon, pourquoi pas faire appel à des pros? C'est tout naturellement qu'ils ont opté pour Pegasus, des Israéliens de NSO Group en 2019, c'est une valeur sûre, c'est clair. Donc ils ont utilisé Pegasus, tranquille. Alors attention dans le respect, hein. Ils n'ont pas activé toutes les fonctions pour tout le monde tout le temps, il faut attention. On sait pas trop comment, mais enfin ils ont fait ça bien. Voilà. En tout cas c'est eux qui le disent. Je charrie un peu, hein. Pegasus n'a pas été déployé à grande échelle sur tout le monde, à la différence du pédophile Apple d'ailleurs, qui sera sur tous les nouveaux iPhones. Mais bon, c'est quand même cocasse, on va dire. Et bon, au passage, Apple a corrigé au moins une des grosses failles utilisées par Pegasus, qu'ils ont baptisé Forced Entry, qui elle a été découverte sur le téléphone d'un activiste saoudien, par Citizen Labs, donc une boîte de sécurité. Donc l'utilisation d'ailleurs assez large de Pegasus par certains gouvernements pour espionner les journalistes, les opposants, c'est d'ailleurs à l'origine de la grosse controverse qu'il y a eu sur NSO récemment là. Donc la faille exploitait des fonctions de scan et de conversion automatique des fichiers PDF et PSD. Donc Apple a corrigé aussi d'autres failles sur macOS, WatchOS, Safari, enfin bon bref, voilà. Si vous êtes chez Apple, mettez à jour, quoi. Oui, même si, rappelons-le, hein, il y a quand même peu de chances qu'on puisse être la cible, nous, communs des mortels, podcasteurs que nous sommes, ou auditeurs que nous sommes, d'être la cible de ce type de surveillance. Mais évidemment, c'est une bonne préconisation de toute façon de faire les mises à jour. On parlait tout à l'heure des cibles que sont les GAFAM en matière de régulation. Alors bon, sur les contenus, c'est un sujet qui sera peut-être abordé à l'avenir, en matière de désinformation en tout cas. Mais là, Google se fait épingler et j'ai l'impression que ça s'enchaîne un petit peu en matière de gestion d'Android pour abus de position dominante quelque part. Mais c'est en Corée, Guillaume. Oui, et Google s'est fait épingler pour abus de position dominante. Je sais pas, on n'a pas dit cette phrase 2 de fois déjà. Souvenez-vous, 2,7 milliards de prunes en 2017, 5 en 2018, 1,7 en 2019, tout ça rien qu'en Europe. Hein. Il y a eu les soucis avec la presse en France, en Australie, les soucis avec les recherches locales en Turquie. Il y a des procès en cours dans 36 États américains. Et là, oui, c'est en Corée. Donc 177 millions de dollars pour abus de position dominante avec Android. Hein. Donc c'est une condamnation de la KFTC. Non, pas KFC, hein, la KFTC, la Korean Fair Trade Commission. Alors, c'est pas pareil. Clairement, ces amendes ne représentent strictement rien pour Alphabet. C'est Google, c'est dans les 60 milliards de chiffre d'affaires par trimestre. Donc 177 millions, c'est une opération pièce jaune, hein, ni plus ni moins. Par contre, là où ça sent pas bon, c'est quand même ce qui accompagne les amendes, puisqu'en Corée, Google doit cesser ce fameux Anti-Fragmentation Agreement, qui en gros empêche les OEM de modifier la distribution Android de Google, une pratique dont on a déjà parlé, hein. Donc chaque changement dans un pays peut avoir évidemment un effet domino sur les autres. Hein. En Turquie, par exemple, Google est attaqué sur la recherche locale. Parce que par exemple, quand tu cherches un resto, c'est toujours Google Maps, et tout ce qui va avec, évidemment, c'est les systèmes de reco de Google, c'est les étoiles de Google, etc. Par exemple, Yelp, Yelp, il est dans les téléphones, tu vois, il est assez loin dans les résultats de recherche, quoi. Donc il est étouffé par le simple fait que tout le monde utilise Google Maps, et que Google Maps, il montre les étoiles Google. Et la Cour turque trouve que c'est pas très Charlie. Et c'est un problème ce serait un problème si ça aboutissait pour Google, parce que les recherches locales, en fait, c'est des recherches qui sont extrêmement importantes. Je dirais pas que c'est la moitié des recherches qu'on fait sur Google, mais c'est une grosse partie, quoi. Donc globalement, voilà, les taux se resserrent un petit peu sur les GAFA, quoi. Il y a de plus en plus d'actions qui en encouragent encore d'autres. Et pour couronner le tout, Google entre aussi dans le club des grosses entreprises tech qui se torchent avec le code du travail, puisque le Guardian explique comment Google a sous-payé des milliers de contractuels à travers le monde. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs temporaires chez Google, et ils bénéficient pas des mêmes avantages, ni même de la même paye, hein, manifestement, que les permanents. Il y a des disparités qui sont parfois illégales, hein, et que Google connaissait, et qu'il a fait traîner pendant 2 ans. Donc c'est pas très reluisant, hein, pour la boîte que TechCrunch avait quand même élu 3e meilleure compagnie tech pour laquelle travailler. Dommage. Je reviens un petit peu sur cette volonté de lutter contre la défragmentation d'Android, spécifiquement
pour toi, Pierre-Olivier, parce qu'évidemment, le développement d'applications de manière générale, c'est quelque chose qui te touche très directement à titre individuel. Le fait que Google mette en place de tels accords pour limiter la défragmentation et qui donc du coup est remis en cause par les jugements notamment en Corée, au final, bon, au-delà de l'aspect légal, est-ce que c'est un avantage quand on développe sur un écosystème comme Android de quand même avoir un parc de smartphones qui est quand même plutôt uniforme? Finalement, si on se fait un petit peu l'avocat du diable, est-ce que oui, c'est vrai, c'est pas trop légal toutes ces actions, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qui lutte contre une situation qui serait préjudiciable pour l'environnement du développement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Et d'abord, le premier truc à dire, c'est il y a des façons de le faire sans imposer les services Google à tous les terminaux Android. Ça c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est exemple. Il faut que je rentre en détail. Ok. Donc dans les détails, quand on parle de fragmentation en général, ce qu'on entend par là, c'est de rompre la compatibilité entre les différents appareils vis-à-vis de, enfin, pour une application donnée, le code va pas fonctionner ou fonctionner différemment d'un appareil à l'autre. Ça, c'est pas vraiment un concept qui existe sur Android. On a récupéré le mot fragmentation de l'écosystème J2ME, qui lui était effectivement fragmenté. Les API faisaient pas la même chose d'une version à l'autre, et donc entre un device et un autre, on pouvait se retrouver avec des comportements qui sont pas pareils. Donc ça, c'est vraiment une fragmentation un peu horizontale. Oui. Ce qui s'est passé dans les premières années de l'écosystème Android, c'est plutôt quelque chose de vertical, dans le sens qu'en fait, on avait des fabricants de téléphones et de tablettes et autres qui jouaient pas vraiment le jeu des mises à jour, et on peut les comprendre, hein, parce que eux, leur métier, c'est de vendre du matériel, en fait. Donc si le matériel il reste à jour longtemps, ils en vendent moins, ils font moins d'argent. Donc il y avait vraiment absolument pas d'intérêt pour eux d'effectuer un suivi de mise à jour. Donc il y avait pas de rupture. Excuse-moi, je te coupe, mais ce que tu décris, c'est quand même clairement, explicitement de l'obsolescence programmée, quand même. Oui, mais enfin, comment dire, c'est clair, oui, absolument. Il y a absolument aucun fabricant de téléphones intelligents qui a l'intention que vous gardiez vos téléphones 5 ou 6 ans. Ça, c'est quand même très clair. Après, voilà, le mot obsolescence est adapté dans le sens que ça devient obsolète, mais il tombe pas en panne. Oui, c'est la définition qu'on utilise souvent. C'est vrai. Même si, bon, donc on avait ce phénomène-là, et donc il y avait pas de rupture de compatibilité, parce que enfin, il y a 2-3 versions où il y a des changements majeurs là dans Android qui font que ça marche pas avec les versions précédentes, mais c'est quand même assez rare. Donc essentiellement ça fonctionne quand même. Par contre, c'est sûr que les nouvelles fonctionnalités, elles se déployaient pas sur ces anciens téléphones. La réponse de Google à ça a été de mettre de moins en moins de fonctionnalités dans Android, l'OS, et de plus en plus dans les services Google Play, qui se trouvent-ils préembarqués dans Android si on signe les accords EEM avec Google. Or, les accords EEM, à la base, normalement, ils sont designés pour avoir accès à l'OS, pas aux services de Google. Et c'est cette relation malsaine entre les deux qui pose problème au niveau de la concurrence. Et c'est ça qui est attaqué. Donc, comment on aurait pu faire? Déjà, il aurait fallu dès le départ faire signer des contrats avec les OEM pour garantir un certain nombre d'années de mise à jour, d'une part de sécurité et d'autre part fonctionnelle. Et ça aurait évité à Google de devoir placer plein de choses dans les services Google Play, et donc de se retrouver dans une situation où effectivement, aux yeux de la justice, ce que Google fait, c'est d'imposer ses services à tout le monde.
Et il se trouve que même si la raison pour laquelle ils le font à la base, historiquement, elle est technique, Google c'est pris au jeu. C'est quand même vachement bien de pouvoir pousser plein de nouvelles fonctionnalités qui interconnectent tous tes services ensemble, surtout quand ton principal concurrent, c'est littéralement comme ça qu'il s'est construit. Oui. Mais la différence, c'est que le principal concurrent, lui, il n'est pas en position dominante sur le marché. Et pour faire un abus de position dominante, eh ben, ça prend d'être dans une position dominante. Je vous invite à écouter évidemment l'épisode que j'ai fait juste avant la diffusion de cet épisode-là, présentement que vous écoutez, où on a analysé le verdict sur le procès d'Epic contre Apple avec un avocat qui est spécialisé en matière d'antitrust. Vous comprendrez mieux encore une fois l'importance de la définition du périmètre pour bien arbitrer en matière de position dominante. On va conclure cette rubrique avec quelques autres infos de la tech, mais axées autour du salariat. Tu parlais du code du travail avec le regard assez discutable que pouvait avoir Google sur le sujet à travers le monde, mais c'est pas les seuls, Guillaume. Oui, bah oui. À ton avis, est-ce qu'Amazon est dans le top 10 des meilleures entreprises tech pour lesquelles travailler ? Oui, non, forcément, c'est génial de travailler chez Amazon. Non, bien sûr que non. Bon, bah, il semblerait que effectivement que l'optimisation de salariés assistés par ordinateur ne contribue pas des masses au bien-être de ces derniers. Donc le système de quotas algorithmiques qui sont utilisés pour évaluer la performance et le cas échéant foutre à la rue les travailleurs de chez Amazon, enfin en tout cas dans certains hangars, enfin dans certains entrepôts, ben tout ça c'est dans le collimateur de l'État de Californie, parce que voilà, il faut savoir que cet État communiste estime qu'il est anormal que les travailleurs doivent mettre de leur intégrité physique en danger pour qu'Amazon puisse certifier à ses honorés clients que leur figurine pop de Deadpool faisant un barbecue arrive bel et bien ce soir à 20h. Oui, c'est véridique, il existe une figurine de Deadpool qui fait un barbecue. C'est seulement 12,49€. Je vais regarder tout de suite. Seulement 12,49€, allez-y. Donc on se doute que cette lubie de bolchevique donc vient d'une démocrate, c'est le cas, c'est Lorena González. Elle ne nomme pas directement Amazon d'ailleurs, mais elle veut requérir que tout travailleur puisse avoir en détail la description du système de quotas qui les mesure, et dans tous les détails. Et les systèmes qui ne prennent pas en compte des détails justement comme les pauses déjeuner, les pauses pipi ou les pauses caca seront interdits. Ah là là, heureusement que tous les États sont pas aussi pinailleurs quand même. Oui, heureusement, sinon comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir enfin. Et puis on va reboucler aussi sur les difficultés que vit forcément Activision Blizzard autour de là aussi de la gestion du personnel, parce que ça ne s'arrête plus maintenant, Guillaume. Ouais, le scandale Blizzard continue, se renforce même, puisque le studio est attaqué depuis cet été pour ses conditions de travail très douteuses. Harcèlement sexuel, discrimination, du bon gros sexisme, du bon gros beaufisme même en fait, qu'on pourrait déjà déplorer dans une fraternité de campus américain, qui est pas vraiment admissible dans une des plus grosses boîtes de jeux vidéo du monde. Bon, c'est quand même une enquête menée par le California Department of Fair Employment and Housing Agency, et oui tout ça, qui le prouve, et c'est une enquête de 2 ans, donc il y a un gros dossier à l'appui, il y a des dizaines de témoignages, des témoignages qu'on a pu voir d'ailleurs aussi dans la rue, puisque le mécontentement était tel qu'il y a eu une grève. Si, une grève aux États-Unis, incroyable. Une grève au studio et une manif, donc l'État de Californie a porté plainte. Par-dessus ça, Activision Blizzard d'ailleurs a été surpris en train de faire le ménage dans ses dossiers et a été donc du coup réaccusé de destruction de preuves. Donc là-dessus, l'action Blizzard va dégringoler. Et donc l'action dégringole, les investisseurs perdent du fric, et du coup, ils attaquent aussi en justice, puisque l'entreprise leur aurait caché cette culture, ce mode de fonctionnement, qui aboutit au scandale actuel, et à la baisse de l'action, donc voilà, la perte de pognon. Ça, c'est pas tolérable. Du coup, maintenant, c'est la SEC, le gendarme de la bourse américain, qui rentre dans la danse pour savoir si oui ou non, avant et pendant cette affaire, Blizzard a informé correctement les investisseurs comme il le fallait, puisqu'ils se disent lésés. Il faut dire que la première réaction de Bobby Kotick, ça a été clairement de minimiser le problème, voire de le quasi ignorer, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu une grève après. Bobby Kotick va donc devoir se justifier, le pauvre. Ça va être stressant, ça. Heureusement qu'il a reçu un bonus de presque 156 millions de dollars en mai dernier, quand même, sa console. Ouais, je sais. Été, effectivement. On va me dire que je suis mauvaise langue, c'est un bonus qui couvre, d'après Blizzard, toute la période 2016-2021. Oh là là, moi alors, qu'est-ce que je suis mauvaise langue ? C'est vrai que les années précédentes, il était qu'à 30 millions par an, le pauvre. Bon. D'ailleurs, ça vous intéresse, Oscar Lemaire tient un magnifique histogramme de la rémunération de Bobby Kotick. C'est toujours rigolo.
On va aller le consulter, évidemment. Bon, Pierre-Olivier, je sais pas si tu as un regard ou une conclusion à apporter sur ces différents scandales. C'est quand même intéressant de voir que ce sont des sujets qui font l'objet d'investigations derrière et peut-être d'espérer qu'il y a un environnement un peu plus sain. On nous dit parfois, oui, c'est normal, dans les grandes boîtes, il y a une représentation assez proportionnelle des connards qu'on peut avoir dans la société. Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'au contraire, dans ces grandes boîtes, ça devrait être encore plus sain et encore plus proche d'un environnement respectueux que dans le reste de la population. Mais bon, je sais pas si ça t'inspire une conclusion ou une remarque complémentaire. Il n'y a pas beaucoup d'espoir quand même. Non, mais parce que l'optimisation de salariés est bientôt interdite, mais Amazon a quand même déployé des caméras avec un système d'intelligence artificielle pour détecter si les livreurs Amazon ont une conduite qui leur permet de pas être en retard, et cette caméra pénalise les chauffeurs qui regardent leur rétroviseur. Donc, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Je suis pas certain. Bon, tant pis. On regardera sur le long terme quand même. Mais vous pourrez continuer à voir nos regards et nos pics dans Tech Café sur ces sujets-là, bien évidemment. Tu parlais de se consoler, Guillaume. Je sais pas si on va se consoler, mais en tout cas, on va parler console. On va parler plus spécifiquement de jeux vidéo avec, tenez-vous bien, la Nintendo Switch qui supporte enfin les casques Bluetooth. Moi, j'ai connu une époque où j'étais obligé de m'équiper d'un petit adaptateur pour pouvoir avoir un casque Bluetooth. Mon Dieu, quelle catastrophe. Guillaume, est-ce que je suis enfin sauvé? Non, en fait, la Switch supporte... Je suis déçu, moi j'espérais pouvoir ressortir ma Switch. Mais... en fait, apparemment, la Switch supporte effectivement les casques Bluetooth désormais, mais elle le fait très mal. Il y a quand même des retours qui font état de gros soucis d'appairage. Voire de problèmes de sortie de veille, tu pourrais mettre 30 secondes à sortir de veille, alors que c'est instantané normalement. Donc voilà, apparemment, il y a des problèmes d'appareillement, donc si ça vous arrive, oubliez les périphériques Bluetooth, éteindre complètement la console puis la rallumer, ça résoudrait le problème. Mais il faudra sans doute attendre surtout une bonne grosse mise à jour, parce que là, manifestement, c'est fait avec les pieds. C'est un petit peu dommage. Bon. Tant pis. À chaque fois, je pense au fait que Pierre-Olivier n'est pas très favorable à ces casques Bluetooth pour du son. Est-ce que ton avis a évolué sur le sujet? C'est un peu comme si c'était complètement mal pratique, mais bon. Pierre-Olivier. En tout cas, faut avouer que au moins un casque filaire, ça n'a pas besoin de batterie, tu vois. Ni de procédure d'appairage. Ni d'appairage, effectivement. Effectivement. Bon, enfin, on va pas s'étendre sur le sujet parce que là, c'est vrai. Non, par contre, on a mieux à dire, Guillaume, puisqu'on avait parlé du radiateur ou du nouveau radiateur de la PlayStation 5 plutôt que le radiateur de la nouvelle PlayStation 5, donc le nouveau radiateur. On avait dit, il y avait eu ce regard sur, a priori, c'était un peu plus chaud à la sortie de la PlayStation 5, et on se disait, mais enfin, ça marche moins bien, elle fait plus de chaud. Et Guillaume, t'avais mis quelques pincettes à cette analyse, et il s'avère que tes pincettes ont été judicieuses, a priori. Ouais, mais c'est Igor's Lab qui l'a, finalement, c'est des Allemands qui l'ont, comme souvent, qui ont décortiqué tout ça et qui ont cramé la controverse à la caméra thermique et aussi avec des capteurs un petit peu partout. Parce que bon, déjà, non seulement le radiateur est différent sur le nouveau modèle de PS5, mais le design de la carte mère aussi, en fait, un petit peu. Et en fait, on connaît 3 variantes de carte mère. Et donc, il y a eu un changement sur la lime aussi, qui montre que le design de la PlayStation, en fait, est toujours en évolution. Donc, il y a des petites améliorations comme ça, incrémentales, tout le temps. Tant mieux. Et donc, à la caméra thermique sur la coque extérieure, en fait, la nouvelle PlayStation 5 n'est pas plus chaude, elle est même un petit peu plus fraîche par endroit. Et donc, en mettant des senseurs, à l'intérieur, sur les composants, le résultat est clair, quoi. On se rend compte que la mémoire et le SSD sont légèrement plus chauds. Par contre, le CPU, lui, il est nettement plus frais, puisqu'il est 10 degrés plus frais. Donc, il n'y a aucun des composants c'est pas rien, 10 degrés, quand même. Oui, c'est assez énorme, on peut le dire. Et donc, aucun des composants ne dépasse les 50 degrés, ce qui veut dire qu'aucun n'est en danger, enfin, puisque passer de 41 à 48 sur un SSD, ça pose pas de problème particulier. Par contre, passer de 51 à 40 sur le CPU, c'est une vraie bonne nouvelle, puisque un CPU frais, ça peut rester à des hautes fréquences pendant longtemps, quoi. Donc, globalement, les deux versions consomment pratiquement la même chose à 2 ou 3 watts près. En charge, elles sont à 1 décibel aussi, l'une de l'autre, au niveau du bruit. Donc, en fait, la différence est imperceptible, quoi. Et donc, le nouveau modèle de PlayStation 5 n'est pas du tout moins bon, en fait, c'est clair et net, les températures sont parfaitement contrôlées,
Et ça, avec un radiateur qui est donc moins massif, donc optimisé, c'est tant mieux. Et c'est cool pour ceux qui sont frustrés de pas avoir de PlayStation 5, ils peuvent se consoler en se disant qu'ils ont peut-être plus de chances d'avoir des améliorations dans le temps. Pierre-Olivier Dibman étant présent dans cet épisode, ma question panel rituelle, tu la vois venir Pierre-Olivier, ton rapport à Google Stadia évolue-t-il ou est-il toujours le même? On sait que tu es un utilisateur régulier, si ce n'est soutenu, de Google Stadia. Non, mais alors régulier, mais pas soutenu, justement. Oui, c'est ça, si ce n'est soutenu. Oui. Voilà. Oui, non, moi je suis toujours satisfait avec la solution. Encore une fois, j'ai pas testé les autres services de streaming, donc je dis pas que Stadia c'est la meilleure solution de streaming. Par contre, ce que je dis, ce que je maintiens, ce que je clame haut et fort, c'est que le streaming de jeux vidéo, c'est vraiment cool. Quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on n'a pas envie d'avoir à maintenir une machine, même une console, aujourd'hui, quand tu branches une console, ça prend 15 ans de mise à jour, c'est de la maintenance aussi, il n'y a pas que le hardware. Quel bonheur de juste comme ouvrir le service de streaming du jeu vidéo, lancer le jeu et jouer immédiatement. C'est vraiment très cool. C'est mon petit bonbon à chaque fois que t'es là de te poser cette question parce qu'à chaque fois tu as de l'enthousiasme sur le sujet et ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur. Mais parce que ça faisait des années que je pouvais pas jouer à un seul jeu vidéo. Pour vrai, c'est vraiment jouer à un jeu vidéo avec la même simplicité qu'on regarde un film. C'est vraiment un bonheur. Alors, je voudrais pas. Alors, le truc, c'est que je comprends complètement ce que tu dis, Pierre-Olivier. Cela dit, la Switch le fait aussi. C'est exactement pareil. Tu éteins ta Switch, tu la rallumes, t'es au même point. Oui, le fait de pas avoir de mise à jour. Et encore, t'as quand même quelques mises à jour sur la Switch. Il y a des mises à jour, mais disons que tu peux reprendre là où t'en étais facile, quoi. Oui. Je suis assez, non mais aussi, et d'une façon générale, je pense que les consoles portables sont quand même effectivement un tout petit peu plus respectueuses du temps de l'utilisateur et probablement que les mises à jour sont beaucoup moins chronophages, et c'est vrai que la Switch a cette particularité d'être à la fois une console portable et pas portable puisqu'on peut la brancher et tout, et donc c'est probablement une bonne solution. Après, moi j'ai jamais été très porté sur les consoles, j'ai pas extrêmement envie de déglinguer des zombies avec un joystick, mais ça effectivement ça n'engage que moi. Ouais, et puis il y a une histoire de catalogue, j'imagine t'es peut-être pas aussi en affinité avec le fait de te trimballer avec Mario toute la journée, peut-être, Pierre-Louis. Non, c'est ça, et puis SimCity avec un joystick c'est encore pire que de déglinguer des zombies. Bon, il y a pas de jeu de stratégie sur Stadia pour le moment, donc c'est un très mauvais argument, mais en soi rien ne s'y oppose. Bon, écoute, merci en tout cas pour ce petit point d'actualité panel autour de Google Stadia. Un petit mot, Guillaume, autour du matériel pour les cartes graphiques notamment. Ouais, un petit tunnel GPU 2022 peut-être, puisque Intel a donné une interview sur ses futures cartes graphiques Arc. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'elles regrouperont donc 4096 cœurs FP32 pour environ 16 teraflops, ce qui la place un peu au-dessous d'une 3070 et au-dessus d'une RX 6700 XT. Donc en gros, on vise le milieu du haut de gamme, quoi. Voilà. Donc elle dépasserait celle d'NVIDIA par contre, donc la 3070, en ce qui concerne les Tensor Compute, c'est-à-dire ces unités de machine learning là. Et on embarquerait aussi une mémoire gargantuesque, quand même 16 Go de GDDR6, c'est beaucoup justement pour un truc qui est pas complètement haut de gamme, on va dire. Donc on apprend aussi que une version plus puissante, ça serait assez facile à faire en fait. Le design est très évolutif. Par contre, il n'y aura pas de multi-GPU, voilà, pas de carte graphique en parallèle. Bon, ça se fait plus trop de toute façon, mais bon, voilà, c'est sûr. Et enfin, on apprend aussi que le XESS, donc le Super Sampling Deep Learning d'Intel, donc le DLSS d'Intel en gros, ne serait pas exclusif à la gamme Arc et pourrait être utilisé aussi sur les petites DG1, c'est-à-dire les petites d'entrée de gamme, les petites cartes d'entrée de gamme, et aussi sur les Tiger Lake, sur les cores de 11e génération. Bon, du côté de Nvidia, on a des rumeurs aussi sur la prochaine carte de série 4000, donc le nom de code ADA, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait peur. Parce que, ADA serait gravé en 5 nanomètres, et comporterait presque 2 fois plus de tout, en fait, de texture, de cœur de calcul, de cœur CUDA, de tout ce que tu veux, à peu près 2 fois plus qu'Ampère. Ce qui placerait l'hypothétique 4090 autour des 80 teraflops. Et ce serait cohérent finalement avec une 3090 à 37 qui doublait déjà le haut de gamme de l'époque, la 2080 Ti. Donc, sauf que d'accord, mais ça c'est pas si simple en fait, parce que le passage du 12 nanomètres au 8 nanomètres, ça a pas permis de tout encaisser le doublement. Résultat, la 3090 consomme 350 watts, alors qu'à la 2080 Ti se contentait de 250. Et si on prend le 5 nanomètres de TSMC, il suffira pas non plus pour encaisser le doublement de la puissance par rapport au 8 nanomètres Samsung. Ce qui veut dire qu'on va avoir une carte qui va consommer encore plus que la 3090.
Donc ça va faire quoi? 450? 500 watts? Je sais pas si vous vous rendez compte, 500 watts de consommation pour la carte graphique seule. C'est n'importe quoi. Alors, bien sûr, les cartes grand public, en gros les 4060, les 4070, elles consommeront sans doute 2 fois moins que la 4090. Mais quand même, chez Nvidia, il y a quand même une surenchère de la conso qui m'inquiète un peu, quoi. L'histoire se répète, parce que ça, c'est des trucs qui sont arrivés déjà plusieurs fois à tous les constructeurs, que ce soit AMD, que ce soit Intel. De toute façon, bon, écoute, c'est pas comme si 2022 allait être radicalement différent de 2021 sur le plan de la disponibilité des composants. Nvidia le sait d'ailleurs à tel point qu'il relance la production de RTX 2060. Et oui, la 2060, la bonne vieille. Mais attention, avec 12 Go de RAM cette fois. Bon, enfin, tu pourras quand même faire du DLAA. Et oui, j'ai bien dit du DLAA et pas du DLSS. C'est pas trompé de lettre. C'est ça. Et alors, devine un peu ce que c'est le DLAA, tiens. Le DLAA, c'est... Bon, j'imagine que c'est pareil, mais en moins puissant que le DLSS, non? Ouais, non, le DLSS, J'ai absolument pas le DLSS, c'est super sampling, et le DLAA, c'est anti-aliasing. Le AA, c'est pour anti-aliasing. Ah, d'accord. Okay. Donc, en gros, c'est du deep learning anti-aliasing, c'est un peu du DLSS, sauf qu'on redimensionne pas l'image. En fait, on améliore sa qualité à résolution fixe. C'est intéressant. Donc, c'est tout nouveau, tout beau, voilà, et ça arrive bientôt, en avant-première sur The Elder Scrolls Online. Donc, on verra bientôt ce que ça donne, on pourra voir si ça vaut le coup, quoi. Puis bon. Ça paraît pas totalement idiot comme ça sur le papier d'ailleurs, Mais d'améliorer c'est pas- l'anti-aliasing qui est un élément graphique qui est Non, très c'est pas pertinent. du tout idiot. Il faut voir combien ça coûte, tout simplement, pour d'avoir un anti-aliasing de bonne qualité. Parce que un anti-aliasing de très bonne qualité, on sait déjà le faire, mais ça coûte extrêmement cher. C'est tout. Enfin, je veux dire, en puissance. Maintenant, il faut voir effectivement à quel point ce truc-là est qualitatif par rapport à la puissance que ça demande, tout simplement. Bon. Écoute, Et donc la pénurie des composants, comment se oui, on dessine-t-elle peut finir là-dessus. Bah, justement, quand est-ce qu'on peut espérer avoir accès comme ça aux cartes graphiques et processeurs, voilà, ces friandises qu'on aime tant. Bah, selon IDC, on peut espérer que fin 2022, les extensions en cours de déploiement soient mises en service par les fabricants. Donc ça pourrait amener à une surcapacité en 2023. Surcapacité, ça veut dire c'est exactement ce qu'on veut, parce qu'en ce moment tout le monde est au taquet, et les prix montent, et il n'y a pas de disponibilité, quoi. Donc ça va continuer cette année, les problèmes des constructeurs de bagnoles devraient aller mieux début 2022 déjà, et IDC prévoit toujours une demande assez forte. Donc d'après eux, courant 2023, on pourrait acheter librement des 3080, des 4080 chez Leclerc. Bon, on verra ça. C'est pas demain la veille quand même. Merci beaucoup pour cette revue de l'actualité tech et en particulier autour du jeu vidéo, Guillaume. Il est grand temps tout simplement de vous rappeler que si vous appréciez Tech Café, si vous aimez le format, si vous aimez ce petit rendez-vous, évidemment, venez le faire savoir, notamment en soutenant l'émission sur patreon.com/techcafé. J'en profite évidemment pour vous rappeler que vous pouvez nous retrouver individuellement, peut-être ou pas, sur Internet. Pierre-Olivier, petite parenthèse d'ailleurs, dans le conducteur de l'émission qui est sur Google Doc, tu n'apparais pas en tant que Pierre-Olivier, tu apparais en tant que... Alors c'est toujours des animaux anonymes qui apparaissent avec les utilisateurs Google Docs. Et j'ai la joie de dire que tu es un jackalope anonyme. Donc j'ai pas pu m'empêcher... j'ai pas pu m'empêcher tout à l'heure d'aller voir ce que c'était qu'un jackalope. Et donc c'est un animal imaginaire du folklore américain, mélange entre un lièvre et une antilope. Donc je ne savais pas. Son nom scientifique est le Lepus antilocapra. Pierre-Olivier, au-delà de cette image pour le moins déroutante d'un animal, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Si tu jacalopes suffisamment vite, tu peux me rattraper sur Discord, et c'est pas mal la bonne place en ce moment pour me rencontrer, tout simplement. Sur le serveur Discord de Tech Café, vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Promis, je vais me dimensionner pour pouvoir passer un petit peu plus de temps sur Discord. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Est-ce que déjà, si on te cherche sur Google, est-ce qu'on trouve une vidéo de toi? Ou sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver? Non, vous trouvez plus de vidéos de moi, elle a disparu effectivement. Vous pouvez me retrouver probablement sur Nintendo Switch avec un casque filaire. Ah bah oui, forcément, comme ça t'auras pas de problème d'appairage. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Je suis vraiment très heureux de voir que vous nous suivez semaine après semaine. Du coup, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.